Mes chers collègues, d'abord, vous me permettrez de vous dire que nous avons tous été, j'ai été et nous avons été choqués et touchés d'apprendre le décès accidentel d'Olivier Dassault, un ancien collègue parlementaire, député, industriel, mais aussi photographe, mais aussi un humaniste et qui nous a quittés hier, vous le savez, dans un accident d'hélicoptère. Sa disparition, c'est une perte évidemment pour la France. D'ailleurs, le président de la République lui-même l'a évoqué hier dans un tweet. Et puis, sa disparition, c'est aussi une perte pour la Côte d'Or. Je sais l'affection que Olivier Dassault portait à notre département, et en particulier à la base aérienne 102 de Dijon-Longwy, qui a été fermée en 2016. D'ailleurs, je veux vous le rappeler, et le ministère des Armées l'a rappelé aussi, Olivier Dassault était le président d'honneur de l'association des Amis de Guilmer, qui perpétue l'histoire de la BA 102. C'est vrai qu'il y a eu pratiquement, on a eu ici tous les avions sortis des usines Dassault. Je ne pourrais pas tous les citer, mais on a eu les Dassault Ouragan, les Mystères, puis bien sûr les Mirage 2000. D'ailleurs, l'escadron de chasse Côte d'Or, qui est parrainé par notre département, compte toujours des Alpha Jet conçus par Dassault. Et en matière d'aviation d'affaires, le tarmac de l'aéroport Dijon-Bourgogne est régulièrement fréquenté par des différents Falcons de la gamme de Dassault Aviation. Olivier aimait beaucoup la Côte d'Or et son art de vivre. Et je veux simplement adresser mes pensées à ses proches et à sa famille et à l'ensemble de ceux qui participent au destin de ce grand groupe Dassault. Comme j'en ai pris l'engagement l'année dernière, nous nous retrouvons chaque mois en session pour faire un point de l'action du département en direction des Côtes d'Oriens les plus fragiles et assurer le suivi de notre plan de soutien. Ce sera le cas pour cette session avec 2 rapports qui sont présentés en urgence et qui portent sur le bilan des actions engagées par le département. Et s'ils le sont en urgence, parce que je souhaitais que vous ayez connaissance des derniers chiffres qui sont ceux que nous avons enregistrés en matière de solidarité et de soutien. J'ai également indiqué que nous allions poursuivre l'information des différents dispositifs. Vous le retrouverez d'ailleurs, cette présentation des différents dispositifs dans le Code d'Or, le MAG, qui va arriver dans toutes les boîtes aux lettres. Par ailleurs, vous allez trouver sur vos pupitres une mallette qui contient une documentation que vous pourrez distribuer très largement à tous les publics qui sont concernés par notre plan de soutien et de solidarité, qui est un plan extrêmement important, puisqu'il a porté l'an dernier sur pratiquement 34 millions d'euros, et qu'on voit que dès cette année, malheureusement, on voit que la précarité augmente et qu'on sollicite de plus en plus notre soutien. Je remercie aussi nos services, parce que dans cette période difficile, où nous sommes toujours, vous le savez, extrêmement vigilants face à la progression de la pandémie, même si les chiffres en Côte d'Or témoigne aujourd'hui d'une amélioration de la situation réelle, mais il faut rester vigilant avec l'apparition de nouveaux variants, notamment anglais, qui on l'a vu, peuvent provoquer des clusters extrêmement lourds. Donc, je veux remercier nos services qui sont d'une réactivité formidable, tous nos agents, malgré la situation sanitaire. Nous avons poursuivi le déploiement de notre plan de solidarité autour de 3 axes, vous le savez, l'accompagnement des personnes en difficulté, il y a beaucoup de familles qui souffrent, la préservation du tissu associatif de la Côte d'Or, et pour nous c'est un enjeu majeur. D'ailleurs, il faut qu'on soit extrêmement attentif à tous ces bénévoles qui ne peuvent pas parfois se retrouver, et pour lesquels il ne faudrait pas qu'ils cèdent à un découragement ou à un repli sur soi. Et puis le soutien à notre jeunesse, à la jeunesse côte-d'orienne. Vous savez que nous avons pris des dispositions en ce sens. S'agissant de la crise, depuis le début de l'année, nous avons attribué 500 aides d'urgence nouvelles, 500, et attribué 400 000 euros donc en un mois et demi pratiquement, ce qui porte à plus de 5 400 aides d'urgence qui ont été accordées depuis le début de cette crise, pour un total de 2,6 millions d'euros, donc depuis le lancement, depuis mars, de notre plan de soutien. Le programme d'aide aux associations, j'en ai parlé, il est très sollicité.
et nous ferons tout pour préserver le tissu associatif. Et puis, vous aurez d'ailleurs un rapport précisant le soutien aux acteurs du monde sportif, professionnels et amateurs. S'agissant plus spécifiquement des associations d'aide alimentaire, on travaille en étroite relation avec elles, et ce lien de confiance que nous avons tissé au fil du temps nous a permis d'adapter nos réponses aux difficultés de nos compatriotes. Nous sommes en contact avec ces associations et nos services tous les 15 jours. J'ai d'ailleurs, avec Emmanuel Coin, une réunion en visioconférence avec toutes les associations d'aide alimentaire, et toutes nous ont fait part de leur constat, c'est que la crise pandémique elle a des conséquences évidemment sociales lourdes. Et on assiste à une montée des précarités. Cette précarité, elle touche en particulier les femmes, les jeunes et les familles monoparentales. Il faut savoir que sur les 20 175 familles monoparentales que compte la Côte d'Or, 80% d'entre elles ont à leur tête une femme seule. 80%. Et plus de 2700 bénéficiaires du RSA sont des femmes à la tête d'une famille monoparentale. Et en cette journée internationale des droits des femmes, le premier rapport que nous examinerons, ce n'est pas simplement un symbole, c'est précisément un rapport sur l'accompagnement des femmes en situation de précarité. Pour les accompagner, nous avons au sein de chaque agence des professionnels du champ social, des conseillers en économie sociale et familiale, et nous avons continué le travail avec la Banque de France, notamment pour prévenir le risque de fragilité et encourager les conseils en économie sociale et familiale, des professionnels du champ médical, médecins de PMI, sages-femmes, qui interviennent avec dévouement et compétence au plus près des habitants. Nous avons attribué pratiquement 3000 secours d'urgence en 2020 en direction des femmes seules et des familles monoparentales. Et bien sûr, nous allons continuer de travailler en étroite relation avec les associations et chantiers d'insertion, puisqu'il y a plus de 200 femmes qui ont bénéficié d'un parcours d'insertion en 2020. Face à la montée aussi des violences conjugales, je tiens vraiment à saluer le partenariat que nous avons avec de nombreuses associations, et en particulier Solidarité Femmes Côte d'Or, pour lequel il y aura un rapport prévoyant de leur doter des moyens complémentaires. Un soutien également au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, à Altea. Ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas, elles font un travail vraiment que je tiens à saluer. On va renforcer leurs moyens d'action, d'abord en finançant des centres d'accueil d'hébergement, en renforçant nos partenariats avec les associations, et puis dans les échanges, évidemment, que nous avons avec les associations est revenue la question de la précarité menstruelle. Vous le savez que la protection maternelle et infantile assure une mission d'information dans les centres de planification, et le département va continuer d'accompagner les associations, et notamment celles d'aide alimentaire, pour qu'on puisse faire face aux demandes dans ce domaine. Nous allons également mettre en place, vous le savez, un nouveau travailleur social du département affecté à la gendarmerie, après celui de la police. Et donc, il prendra ses fonctions courant mars, et il travaillera en réseau avec l'ensemble de notre réseau territorial. Donc, pour vous redire que pour nous, la solidarité, c'est une priorité, surtout dans les temps que nous traversons, et que nous souhaitons rester, être présents au quotidien aux côtés des plus fragiles sur toute la Côte d'Or, aussi bien en ville qu'à la campagne. En ville, nous conservons la plénitude de nos compétences sociales, je le rappelle. Nous l'avons montré non seulement avec le plan de solidarité sans précédent, mais je vous rappelle aussi, parce que j'ai entendu et lu ici ou là que la solidarité ne se constituerait pas notre priorité, je vous rappelle que les mesures sociales que nous avons votées au dernier budget de décembre portent sur un chiffre historique de 300 millions d'euros. Donc là aussi, je remercie tous nos services, parce que toutes les aides, je veux le rappeler, malgré la pandémie et le télétravail, toutes nos aides ont été versées en temps et en heure malgré la pandémie, que ce soit le RSA, l'APA, la PCH. Et pour nous, je le redis, l'accès aux droits, c'est un de nos objectifs. C'est-à-dire que tous les bénéficiaires, tous ceux qui peuvent avoir accès à nos aides, puissent avoir connaissance de ce dont ils peuvent bénéficier. Cet accès aux droits, je le redis aussi, pour nous, il est indissociable de la lutte contre les fraudes qui déstabilisent notre système. Il ne s'agit pas de victimiser, il s'agit de regarder les choses en face. Il y a des gens qui fraudent,
Et ces fraudes sont intolérables et insupportables parce qu'elles déstabilisent et portent aussi une forme de discrédit sur notre système social. Je parle bien de fraude, je le redis, et pas d'erreur. L'opposition nous a demandé des chiffres. Vous allez avoir ces chiffres dans un rapport qui a été fait à la fois sur les indus et sur les fraudes. Ça porte, en gros, cela a porté dans le département sur un total de 1,5 million d'euros. Grâce au travail effectué par nos agents, il y a eu moitié moins d'indus à récupérer, c'est-à-dire qu'à la fois pour ceux qui sollicitent, à la fois pour ceux qui attribuent, il y a eu une meilleure gestion des droits à location et de gestion des dossiers. S'agissant, je le répète, des fraudeurs, la position est assumée, elle est très claire, c'est tolérance zéro, et bien entendu, le rapport vous apportera tous les éléments d'appréciation. Toujours au chapitre des solidarités, vous aurez un rapport à examiner sur le schéma départemental de l'autonomie que nous avons adopté le 25 mars 2019, qui vise à accompagner le parcours des personnes handicapées, des personnes âgées, sans rupture dans l'aide et dans le soin. C'est un point d'étape que je vous propose, car nous avons pris l'engagement d'évaluer et de revisiter régulièrement tous nos programmes. C'est la clé de voûte d'une politique publique efficiente. Et en matière de prise en compte du handicap, nous nous devons d'être exemplaires. Je veux rappeler d'ailleurs que c'est la loi du 10 juillet 87 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés qui impose à tous les employeurs publics et privés occupant au moins 20 salariés d'employer au minimum 6% de travailleurs handicapés. La règle, elle est posée, son objectif bien compris. Nous nous sommes engagés à la mettre en place avec une prise de conscience forte dans le département de la Côte d'Or. Dans tous nos services, un travail de fond est effectué, j'en remercie monsieur le directeur général, pour permettre une intégration digne, pérenne de personnes en situation de handicap au sein des équipes. Je veux rappeler que le taux d'emploi direct des handicapés est passé de 3,73% en 2013 à 6,81% en 2019, y compris un emploi indirect. Et sur le plan de la dynamique, c'est un résultat remarquable, je le dis, puisqu'en 7 ans, nous avons une progression de 80%. Je voudrais à cet égard remercier la mobilisation de nos agents, de nos équipes, sans qui rien ne serait possible, l'engagement de notre direction du développement des ressources humaines et des relations sociales, qui nous permettent aujourd'hui de vous présenter ce bilan de la dernière convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, avec l'objectif de continuer de progresser sur ce chemin essentiel des solidarités humaines. Au total, je vous le rappelle, 400 agents ont bénéficié d'une adaptation de leur poste de travail. Dans ce même rapport, donc, je vous proposerai d'approuver le nouveau projet de convention triennale avec le FIPHFP d'un montant de 560 000 € sur 3 ans pour développer notre politique d'intégration et d'insertion. Toujours au plan des solidarités, nous aurons un rapport sur la maison de l'enfant Simone Veil. Vous le savez, depuis 2016, la MDE, comme on l'appelle, la maison Simone Veil, a connu une évolution qui connaîtra son aboutissement immobilier à la fin de l'année 2021, avec à la clé un investissement important de 7 millions d'euros, de plus de 7 millions d'euros. On aura désormais 80 places qui vont répondre aux besoins en urgence, donc pour ceux qui sont hébergés. Il y a un projet d'établissement, il va être présenté. Ça marque une étape importante dans la prise en compte de l'urgence pour protéger nos enfants et les adolescents. Mais je veux redire aussi, aujourd'hui et toujours, les difficultés que nous rencontrons, que nos personnels rencontrent, et les salariés des associations et les familles rencontrent avec des jeunes en grande fragilité psychiatrique et psychique. Et je le redis, dans ce domaine, l'État est à la traîne. L'Agence régionale de santé doit agir plus vigoureusement pour apporter une vraie réponse médicale, car les moyens sont manifestement insuffisants dans les territoires et en Côte d'Or, même s'il y a eu quelques avancées, je l'ai noté. Autre sujet d'importance, j'ai souhaité vous faire un point d'étape sur le déploiement de la fibre optique à la maison. Ça vous est présenté là aussi en procédure d'urgence pour une seule raison, c'est que j'ai voulu que les derniers chiffres vous soient communiqués et que ça le soit au plus près de notre session. Le déploiement de la fibre à domicile se poursuit à bon rythme. Nous tiendrons notre engagement, je le redis, de relier à la fibre toute la Côte d'Or et ses habitants d'ici fin 2022. Et ce chiffre, cet objectif, je le maintiens. Donc au 31 janvier 2021,
le déploiement du réseau d'initiative publique, c'est-à-dire notre réseau, celui que nous avons à déployer, c'est, alors je vous demande de bien entendre les chiffres, 36 613 prises déjà lancées en travaux, 36 000 prises lancées en travaux. Nous en avons au total d'ici 2022, fin 2022, 80 000 à construire. Donc vous voyez que près de la moitié des lignes sont déjà engagées en travaux. Nous en avons 16 800 qui sont construites. Donc quand je vois des chiffres circuler, franchement, je ne sais pas d'où ils viennent. Ou alors, c'est manifestement, pour certains, d'en faire un enjeu politique incompréhensible d'ailleurs, ou un enjeu de discrédit incompréhensible sur les politiques que nous conduisons, et ça, je l'expliquerai partout dans le département. Nous avons 16 800 prises déjà construites. Et donc, nous en avons 12 437, pour être très précis. Alors, pour ceux qui jettent le discrédit, il faut bien les noter, les chiffres, comme ça, au moins, ils parleront de chiffres qu'ils connaissent. 12 437 prises ont été transmises à BFC Fibre avant commercialisation, et nous en avons 3 695 qui sont déjà ouvertes à la commercialisation. Donc, les chiffres sont clairs. Bon, je vois les polémiques qui sont lancées. Moi, je les lis, je regarde, j'écoute. Mais j'ai vu pratiquement 250 maires la semaine dernière en visioconférence. Pas un ne nous a critiqué sur le sujet du très haut débit. Pas un. Bien au contraire, ils sont contents qu'on ait pris le manche. D'ailleurs, ils nous disent merci de l'avoir pris, parce que si vous ne l'aviez pas pris, qui l'aurait pris? Qui l'aurait pris? Pas la région en tout cas, et personne. Donc pour ce qui est des fameux déploiements de la fibre, en aérien, je me suis déjà exprimé sur ce sujet et j'ai dit clairement que nous voulons tout faire pour éviter la pose de poteaux. Alors, je redis la phrase pour qu'elle soit bien claire pour tout le monde. Nous voulons éviter la pose de nouveaux poteaux. Et là où c'est impossible de faire autrement que d'implanter des poteaux, j'ai pris l'engagement que nous les offrirons rapidement parce que nous avons des problématiques qui nous conduisent parfois, pour déployer la fibre, d'installer des poteaux supplémentaires, parfois même près des poteaux Enedis. Mais je le dis, c'est extrêmement limité. Ça concerne, dans le département, à ce jour, 7 communes. 7 communes. 7 communes, je suis très précis, dont 2 de Sombernon, de l'ancien canton de Sombernon, de Talent, canton de Talent, pour lesquels le problème a été résolu ou est en voie de résolution. Bien. Grenan, c'est réglé. Bon, on l'a fait intelligemment. Donc, il y a des communes dans les Hautes-Côtes. Alors, quand je vois des élus d'opposition qui disent « Je demande un moratoire sur le déploiement de la fibre dans le secteur des Hautes-Côtes pour permettre une concertation sereine avec les élus locaux », et quand j'entends certains élus locaux qui nous disent ne pas être informés préalablement, je ne sais pas qui donne les permis de voirie, les permissions de voirie en agglomération, si ce n'est le maire. Je ne sais pas qui le fait. Donc les discussions sont engagées. J'ai demandé à ce qu'il y ait une nouvelle réunion qui soit organisée avec les 2 ou 3 maires qui sont exprimés avec force dans la presse. Mais je m'étonne qu'ils disent qu'ils n'étaient pas au courant de décisions qui sont eux-mêmes appelés aussi à autoriser. Sans quoi il n'y a pas de déploiement. Donc franchement, d'ailleurs je verrai ces maires personnellement s'il le faut, pour leur expliquer comment les choses se passent. J'ai demandé Altitude Infrastructure, parce qu'il y a 2 sujets. Il y a le nôtre, là où nous sommes en charge de déploiement. Ce sujet, il est clairement établi. Nous ne voulons pas de poteaux supplémentaires, notamment le long des routes départementales, ou en tout cas hors agglomération. Donc ça, ce sujet, il est réglé pour ce que nous déployons, c'est-à-dire pour nos 80 000 prises. J'ai demandé qu'on refasse un point avec Altitude Infrastructure qui redéploie sur ses fonds propres, je le rappelle. Ça supposera que nous nous impliquons financièrement à leur côté pour que nous enfouissions tout ce que nous pouvons enfouir. Et pour le reste, j'ai pris des engagements qui sont extrêmement clairs. Je considère qu'il s'agit de poteaux provisoires, car le chantier doit avancer, et ils seront retirés très rapidement. Donc, je vous le dis, ça concerne 6, plus une commune, ça doit faire 7 communes dont 2 pour lesquelles c'est réglé, sur les 698 que compte la Côte d'Or, en tout cas sur celles que nous avons la charge d'assurer le déploiement.
En tout cas, je ferai tout pour que le calendrier de la fibre soit respecté, en enfouissant dès maintenant tout ce que nous pouvons faire. Et puis, je voudrais quand même dire un mot sur le Enedis. Nous avons des grosses difficultés avec Enedis. Elles sont connues au plan national. J'avais demandé d'ailleurs à ce que l'ARCEP se saisisse de cette question, puisque effectivement, il y a des impératifs techniques qui font que Enedis ne nous autorise pas et n'autorise pas les prestataires à utiliser leur propre réseau au motif que techniquement, ils ne le supportent pas. Alors j'ai lu, là encore, des avis de conseillers départementaux qui sont, c'est comme en médecine, qui sont probablement de très grands spécialistes de cette question, puisque j'ai lu que ça pourrait supporter parce que le poids de la fibre est. Alors, je vais transmettre cette déclaration à Enedis pour qu'ils prennent contact avec les conseillers départementaux d'opposition concernés pour qu'on vous explique la nature technique du problème. En tout cas, Enedis refuse pour certains secteurs que l'on puisse utiliser son réseau. Il nous autorisera à le faire si nous remplaçons les poteaux à des tarifs que je qualifie d'exorbitants, et je ne le ferai pas. Les choses sont extrêmement claires, et c'est assumé tout aussi clairement. Et donc, il y a une alternative pour déployer la fibre, c'est qu'on est obligé, dans certains secteurs, je le dis extrêmement limité, puisque ça ne concerne que 7 communes, d'avoir déployé des poteaux, ce qui peut susciter, je le comprends, des interrogations. En tout cas, je demande à tous ceux qui se préoccupent de cette situation de se rapprocher de nos services, on leur fournira toutes les informations, mais ne jetons pas de la suspicion sur le fait qu'Enedis, on prendrait prétexte de cela pour ne pas utiliser les réseaux d'Enedis au motif qu'il faudrait payer une location. Enfin, franchement, c'est pas digne du débat public. Voilà ce que je pense profondément et je vous l'exprime tout aussi clairement. Et pour le souci que nous avons de nos espaces et de nos paysages, permettez-moi de vous dire que la majorité n'a pas de leçons à recevoir. D'ailleurs, nous avons été parfois seuls à dire que nous ne voulions pas d'un déploiement massif d'éoliens au motif que c'était très perturbateur et nous avons été tous ensemble, cette fois je m'en réjouis, pour que dans les climats ou à proximité des climats classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, on n'ait pas des éoliennes qui viennent troubler les paysages. Donc, et d'autre part, parfois on nous disait c'est du saupoudrage, nous avons tout fait aussi pour garder notre petit patrimoine, et parfois même en étant l'objet de critiques sur le saupoudrage dont on aurait fait preuve. Vous savez, moi je lis de temps en temps, évidemment, comme vous tous, et je relisais ce qu'écrivait George Sand à ce propos. La nature, c'est tout ce qu'on voit. Et écrivait qu'elle est belle pour qui la voit. Eh bien, je vous le confirme pour Sinel de département, depuis des années, je la vois, cette nature, elle est belle. Donc, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour la préserver, pour l'accompagner, préserver la biodiversité, nos espaces naturels sensibles. Et pour terminer, je vais vous faire un petit point sur l'achat et distribution d'équipements de protection, qui restent primordiaux dans la lutte contre la Covid. Nous avons distribué, et nous allons finir prochainement de distribuer 2 masques pour tous les collégiens. Vous avez vu, ce sont 2 masques Côte d'Or. Ils apprécient beaucoup, nos jeunes, d'ailleurs, de porter comme ça sur leur visage, partout en Côte d'Or, ce joli nom de Côte d'Or sur leur masque. Lavables, ce sont des masques lavables 50 fois, fabriqués donc par Stand 21 à Talent, une entreprise côte d'Orienne. Et donc, on en a pratiquement 50 000 qui vont être distribués. 50 000 pour nos collégiens. Donc, ce sont des masques de type 1 qui sont performants et qui sont filtrants à 90%. Je peux vous indiquer également qu'1 million de masques supplémentaires ont été commandés pour continuer à approvisionner les communes et ceux qui le souhaitent, et puis ceux que nous avons la responsabilité et que nous souhaitons équiper. Je pense par exemple au secteur médico-social, associations et établissements d'hébergement pour personnes âgées, personnes handicapées. Nos collèges, je n'y reviens pas, je l'ai dit. Les agents du département, naturellement, qui sont dotés régulièrement. Et bien sûr, cher Ludovic Rochette, les communes et intercommunalités qui fournissent en masque leurs administrés. Donc, nous avons déjà beaucoup consacré de moyens sur cette acquisition de masques, puisque nous en sommes pratiquement à 4 millions d'euros qui ont été engagés par le département, 4 millions d'euros. Et nous avons mis en place un nouveau principe, c'est-à-dire qu'on assure une gratuité jusqu'à 5 000 masques pour chaque commune, jusqu'à 5 000 masques par semestre, 10 000 par an.
et que donc on facture les montants qui sont supérieurs à 140 euros. Pour les montants inférieurs, donc la gratuité est assurée pour les communes. C'est un choix, là aussi, assumé. Donc pour les communes, en particulier de moins de 500 habitants, qui représentent pratiquement 80% des communes de Côte d'Or. C'est là l'expression concrète aussi de la solidarité départementale à l'égard des petites communes. Donc voilà simplement le point que je voulais faire sur la situation, sur le sens de cette session, qui sera marquée, vous le voyez, sous le sceau des solidarités qui sont nécessaires dans la période que nous traversons et qui est particulièrement difficile pour nos jeunes, certains de nos aînés qui souffrent d'isolement, et puis aussi pour toutes les familles fragilisées, notamment les familles monoparentales. Voilà, mes chers collègues,